qui va arriver. Et c'est à toi, Samuel, je te laisse la parole. Voilà, bonne journée à tous. C'est un plaisir de vous voir en tout cas, enfin de ne pas vous voir mais de vous savoir présent, surtout entre la Coupe du Monde et puis les vacances qui arrivent à grands pas. Donc en tout cas, ça prouve que vous êtes motivés et c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samuel de l'agence Terra Brasil, basée à Rio de Janeiro. Mais je suis actuellement en Espagne pour des raisons personnelles. Et du coup, ce que je voulais surtout aujourd'hui, c'était vous faire voyager un petit peu avant Noël parce qu'il fait froid. Enfin, les retours que j'ai sur la France, c'est qu'il fait super froid et qu'on n'en peut plus, le ressenti, -7, -10. Et du coup, je voulais vous emmener un petit peu en vacances avant l'heure. Et puis surtout, en fait, vous en apprendre sur le Brésil d'une façon un peu différente, sans vous endormir, sans que ceux qui ont regardé le match hier et fait la fête terminent leur nuit. Donc, c'est vraiment un peu vous faire premièrement, on va dire revenir sur ce qu'on fait, ce qu'on propose, l'offre qu'on propose, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique sur le Brésil. Mais surtout, ce que je voulais, c'était faire un partage d'expérience sur nous, sur la reprise, sur comment on a vécu l'année 2022, les défis auxquels on a fait face et comment ça nous a amené en fait les problèmes qu'on a rencontrés, comment on s'est adapté, comment on a changé nos habitudes, que vous aussi, vous sachiez pour la proposition de l'offre sur le Brésil. Parfois, il y a des choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on vous propose ça et pas ça? Pourquoi on vous fait passer par-ci ou par tel lieu et pas tel lieu? Et puis, je terminerai, bien sûr, c'est ouvert, c'est un partage d'expérience parce que j'aimerais évidemment avoir votre retour pour savoir aussi ce qu'on peut faire de mieux sur l'année 2023. C'est quand même aussi le but de s'améliorer ensemble. Et puis, après, je terminerai sur les anecdotes sur l'année 2023 à venir, les thèmes majeurs, en fait, les événements majeurs qui risquent d'influencer un petit peu l'année 2023 au niveau touristique. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran avec le joli monsieur sur la bicyclette. Vous voyez? Tiens, Nicole, bonjour Nicole, est-ce que tu vois le partage d'écran? On le voit bien, Samuel. C'est Ça tout bon. marche. Ok, du coup, je vais revenir rapidement parce que ce n'est pas le but, mais sur l'agence Terra Brasil pour que ceux qui ne nous connaissent pas en sachent un petit peu plus. Donc, l'agence Terra Brasil, elle est née au début des années 2000 sur la Costa Verde, donc dans la région de Rio de Janeiro. Attendez, je vais voir. Ne bougez pas, j'ai des slides qui ne fonctionnent pas. Attendez. Ah ben mince. Attendez. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, là, on le voit. Hmm. On n'a plus les slides du coup, mais Voilà, attendez, je vais voir où il est parti. Ah ben mince. Ah. Du coup, vous voyez un écran vide. c'est ça. C'est génial. Mais on te voit toi au-dessus, donc ça va. C'est le plus important, hein, si vous me voyez moi. Alors, attendez. Hop. Alors, vous devez… Où est-ce qu'il est? Désolé pour ce petit contretemps. C'est les problèmes auxquels on a fait face aussi en 2022. Attendez, je vais quitter ça. Pas de souci. Pas d'étrange. Bon, à part ça, on est en finale. C'est ça. C'est la bonne nouvelle. Ouais, au Brésil, juste petite blague à part, au Brésil, le pays est un peu divisé parce qu'il y en a qui ont un peu le seum contre l'Argentine, un seum un petit peu historique. Et la France, perdre en finale 3-0 avec la France, il y a toujours ce vieux, voilà, un Traumatisme. vieux Ouais. seum. Alors du coup, Alors là, on revoit ta slide avec le monsieur qui fait du vélo. ok.
Alors, attendez. Oh, c'est fou, ça. Je ne sais, j'arrive juste pas à déplacer les slides. Alors, ça vaut le coup de répéter, hein? Ben oui, mais surtout que ça marchait tout à l'heure. Ouais, attends, ouais. On a répété, hein, pour les présents. On s'est connecté en amont pour justement, gérer l'aspect technique et ça marchait. Mais forcément, quand on est «en direct» entre guillemets, il y a toujours des soucis. Mince. Bon, attendez, c'est quand même vraiment désolé. Hop, on va le faire comme ça du coup. C'est bon, vous voyez? Ouais, on voit, c'est bon, ouais. OK, parfait. Alors, l'agence Terra Brasil, elle est née dans la région de la Costa Verde, sur Paraty et Rio de Janeiro. Elle a été fondée du coup, au début des années 2000 et l'idée c'était, surtout de faire des aventures, des voyages d'aventure en ce qui était déjà du local en fait. C'était donc du trek sur la Costa Verde dans, cette région-là, donc qui était, voilà, qui possède la Mata Atlantica et ça a été vraiment un coup de cœur qui est né, sur cette région-là. Mais bon, moi, il y a une grosse punchline que je dis beaucoup avec le Brésil. Sur le Brésil, ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu, c'est ce qui est bien avec le Brésil, c'est qu'il n'y a pas un seul Brésil. Et c'est vrai que c'est un territoire de 8,5 millions kilomètres carrés. Et du coup, il y a énormément à offrir. Il y a une très, 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 très grande diversité, que ce soit en termes de paysages, au niveau de sa population, de faune et de flore. Et dans l'esprit pionnier qui sont propres au Brésil et aux fondateurs de Terra Brasil, on s'est dirigé vers d'autres régions. Donc, bien sûr, les chutes d'Iguassou, le Minas Gerais, le Pantanal, euh, le Salvador et la Chapada Diamantina, l'Amazonie, comment ne pas parler de l'Amazonie, et plus récemment, le tronçon entre San Luis et Fortaleza qu'on appelle la route des émotions, dont on parle souvent. Ceux qui me connaissent bien, on m'a entendu parler, je pense, imagine des heures et des heures sur cette route des émotions entre San Luis et Fortaleza. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On propose des voyages sur mesure de qualité sur l'ensemble du territoire. Quels sont les avantages du Brésil? J'aime bien le rappeler, c'est bien sûr un mélange entre différentes dimensions, la dimension culturelle, balnéaire, nature et aventure. En culturel, là, vous avez du coup le Pelourinho à Salvador de Bahia. Bien sûr, parce qu'il y a ce mélange extraordinaire entre la culture africaine, bien sûr, mais aussi l'héritage des colons, que ce soit portugais ou hollandais ou même français. Par exemple, Saint-Louis, c'est une ville qui a été fondée par les Français et bien sûr, les premiers habitants avec les Indiens du Brésil. Donc, ça fait un mélange vraiment assez incroyable et un pays qui l'est tout autant. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs sa population qui est métissée, qui est un petit peu le reflet de cette diversité-là. Et en termes de culture, pour ceux qui sont férus vraiment de culture, d'histoire, d'architecture, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un gros avantage du Brésil. Le deuxième avantage du Brésil, on parlait de ses plages, ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil a du coup plus de 7000 km de littoral. C'est énorme, c'est colossal. Et du sud du pays, sur Florianópolis, jusqu'au nord-est, Jericoacoara, vraiment, vous avez tout le type de paysage et toutes les températures d'eau, hein. Ça va vraiment du froid au très chaud. Et qu'en termes d'ambiance, vous pouvez très bien être, comme on dit, vraiment sur la Mata Atlantica, dans le sud du pays, avec cette ambiance-là assez luxuriante, jusqu'à Jericoacoara, par exemple. Ça, c'est la belle plage de Jericoacoara avec du coup ces eaux qui sont très chaudes. Enfin, moi, j'ai été pas mal de fois, j'ai vécu dans le nord-est où j'ai jamais mis une combinaison ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu un frémissement en entrant dans l'eau. Et puis, vous avez les plus belles plages au monde. Fernando de Noronha, pour ceux qui connaissent, c'est un archipel qui est aussi sur le nord-est du Brésil et qui a été élu d'ailleurs plage la plus belle du monde en 2014. Donc, au niveau littoral, on est servi. La troisième grosse dimension, c'est bien évidemment la nature. Donc, la nature, voici les chutes d'Iguassou. Ça donne une idée vraiment de la diversité et on va dire vraiment de la force de la nature brésilienne, pour parler que de Iguaçu. Mais bon, bien sûr, on entend beaucoup parler de l'Amazonie, qui aussi a une ambiance assez particulière et extraordinaire à voir. Petite anecdote sur l'Amazonie, moi, je suis un produit du Nord-Est.
Typiquement, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie pour pour avoir ce type d'ambiance. Vous pouvez, par exemple, le faire sur la route des émotions aussi, où il y a le Delta de Parnaíba qui, comme je dis, a des aires d'Amazonie. Donc, vraiment, avec son paysage assez luxuriant, vous pouvez aller à la pêche au piranha, aller voir les crocodiles. Donc, en termes de nature, il n'y a pas que l'Amazonie. Vous avez, par exemple, le Delta de Parnaíba qui est un bon exemple. Et moi, un coup de cœur quand on parle de nature, c'est le Pantanal. Le Pantanal, on en parle beaucoup moins, mais le Pantanal, comme on dit, son nom signifie, c'est un marais, donc c'est le plus grand marais au monde. Et ça permet surtout en fait, d'avoir une vue assez dégagée sur la nature. Là où en Amazonie, vous avez souvent cette impression en fait, que tout ce qu'il va découvrir, c'est assez renfermé, c'est assez dur pour l'observation. Le Pantanal, c'est le plus grand marais au monde et vous pouvez observer que ce soit les oiseaux, mais aussi, bien sûr, vous avez le jaguar. Et c'est assez ouvert, cette ambiance-là de fazendero, aussi de cow-boy, où vous partez à cheval, vous allez voir les environs à dos de cheval dans le Pantanal. Pour moi, j'ai découvert ça à 10 ans et ça a été mon plus gros coup de cœur sur le Brésil en termes de nature, bien au-delà de l'Amazonie. Et mon deuxième coup de cœur, pour ceux qui le connaissent, ont toujours été, en termes de nature, le parc des Lençóis Maranhenses, qui est un désert de sable blanc qui est entrecoupé de lagunes d'eau douce. Donc, je dis toujours visuellement, c'est un mélange entre le Sahara et les Maldives. Comme ça, les gens, en général, ils réfléchissent un peu, ils font « Ah ouais, quand même ». Et en fait, c'est vraiment ce type de visuel qui permet vraiment d'apprécier, qui démontre encore la nature incroyable que peut offrir le Brésil. Du coup, le dernier volet, c'est plus un volet aventure. Donc, comme j'ai dit, bien sûr, il y a les sports nautiques. Donc, le Brésil est devenu la mecque du kitesurf. Donc, on a beaucoup de kitesurfers qui viennent notamment sur le nord-est pour faire du kite lors de la saison, souvent entre juillet et décembre. Vous avez des spots incontournables comme Balagrange, même sur Jerry, on peut faire ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'offres sur cet aspect-là. Il y a même du surf. Moi, personnellement, je suis un adepte du surf. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Brésiliens, de grands surfeurs brésiliens, Gabriel Medina, Italo Ferreira. Donc, c'est possible de faire du surf, que ce soit sur le sud du pays comme sur le nord-est, voilà, pour ceux qui le veulent. On propose aussi, en termes d'aventure, des expéditions buggy, surtout sur le nord-est du pays, entre Fortaleza et Jeri. C'est quelque chose d'assez incroyable aussi parce que c'est des sensations fortes quand vous faites ça il y a souvent en fait un tiers sur dune, un tiers route et un tiers plage, donc c'est des sensations fortes. Et puis c'est aussi une autre façon de découvrir le pays parce que vous rentrez dans les villages, vous arrêtez sur les places, vous découvrez un petit peu le pays différemment. Je trouve ça, c'est une expérience vraiment à part. D'ailleurs, ma première reco pour moi quand je suis rentré chez Théa, ça a été, c'est moi, oui, c'est moi, il y a quelques années avant la pandémie, mais ça a été ma première reco, donc une expédition buggy sur le Nord-Est et j'en ai gardé toujours un souvenir incroyable. Et puis le dernier volet, comme j'ai dit, c'est un peu les bases de Terra Brasil. Ça a été bien sûr le trek, tout ce qui est trek. Donc, vous pouvez le faire bien sûr sur la Costa Verde autour de Rio, de Paraty. Ça a été vraiment un des coins fondateurs pour le trek de Terra Brasil. Il y a la Chapada Diamantina, bien sûr, où vous pouvez faire du trek, c'est assez incroyable. Et moi, mon coup de cœur, bien sûr, c'est le Nord-Est toujours. C'est le parc des Lençóis Maranhenses. Donc, pour ceux qui l'ont fait, quand on a dû parler, le parc, donc, il y a ce mélange entre les Maldives et les Sahara. C'est possible de le visiter à la journée. Mais c'est possible aussi de faire un trek sur 2, 3, 4 jours avec nuit dans une des oasis du parc des Lençóis chez l'habitant, avec des guides qui sont des natifs du parc, qui sont nés là-bas, qui ont souvent été pêcheurs avant d'être guides. Et c'est une expérience assez incroyable en termes d'aventure, mais qui allie aventure et nature. Honnêtement, moi aussi j'ai fait ce trek-là sur plusieurs jours. C'est une ambiance vraiment assez incroyable. C'est une aventure qui rapproche vraiment les familles. On s'en rend compte d'ailleurs sur les retours des voyageurs après l'avoir fait. On n'a jamais eu de retour négatif sur ce trek-là. Voilà.
Et par rapport, pour terminer, un bref rappel sur la météo, ce qu'il faut savoir sur le Brésil, c'est que c'est tellement divers et varié qu'on peut effectivement y aller toute l'année. Le seul petit bémol pour moi, c'est souvent la saison des pluies. Il y a une saison des pluies quand même au Brésil qui, en général, commence en février et se termine en mai. Les choses ont changé. Enfin, je ne vous cache pas que les choses ont changé ces dernières années. On se rend compte au niveau du réchauffement du réchauffement climatique, il n'y a plus vraiment de certitude. Et par exemple, en 2022, on a vu qu'il a commencé beaucoup à pleuvoir sur certaines régions en janvier et que ça s'est parfois terminé début juin. Donc, ça a été vraiment un gros changement. Il va falloir aussi faire avec ça. Mais bon, globalement, le Brésil peut se visiter toute l'année. Vous trouverez toujours quelque chose à faire. Mais si possible, évitez les mois de mars, avril, mai, où il y a quand même pas mal de pluie. Moi, mes mois préférés, mes coups de cœur, encore une fois, c'est le mois de juin, où je trouve que la saison des pluies, en général, c'est terminé. Le parc des Lençóis, par exemple, possède son niveau d'eau au plus haut. Il n'y a pas encore énormément de monde, donc vous profitez vraiment. Et le mois de septembre, pour moi, est un gros coup de cœur aussi, parce que du coup, c'est à la fin de la haute saison touristique pour les voyageurs étrangers. Du coup, il y a une espèce de calme, il y a même une petite nonchalance, mais plutôt positif lorsqu'on visite le Brésil. Donc, le mois de septembre, pour moi, est aussi un gros coup de cœur. Voilà. Donc, je vais en venir plutôt au cœur du sujet. Donc, ce que je voulais parler aujourd'hui surtout de nous, de cette reprise de 2022. Les années se suivent, elles ne se ressemblent pas. On s'en est rendu compte depuis 2020. Personnellement, moi, j'ai pris la gérance de Terra Brasil à l'automne 2020 et je n'imaginais pas vivre une pandémie, une année 2021 qui a été à l'arrêt et puis une reprise. Il a fallu s'y adapter et ce que je voulais surtout, en fait, c'était avoir un petit partage d'expérience avec vous dire comment est-ce que moi j'ai vécu, les défis que j'ai rencontrés et surtout comment on s'est adapté et comment est-ce qu'on l'a adapté au circuit qu'on a proposé aux différents voyageurs et que vous compreniez aussi parfois des réactions ou des commentaires que j'ai pu faire ou comment j'articule un peu mes circuits, ce dont, par rapport aux défis qu'on a eus. Pour cela, je vais vous ramener du coup à Athins. Donc, j'en ai déjà parlé d'Athins. Athins, c'est un petit village qui est du coup dans la région nord-est, qui se trouve à côté de San Luis. Donc, vous pouvez voir, en fait, San Luis, c'est là, dans cette partie nord-est. Et Athins, en gros, pour y arriver, vous mettez à peu près 4 heures, 4 heures et demie pour arriver jusqu'à Barreiras. Et là, vous prenez un bateau, vous en avez encore pour 1 heure et demie, 2 heures pour arriver jusqu'à Athins. Athins, c'est une des portes d'entrée du parc des Lençóis Maranhenses. Donc, je vous remets un petit visuel pour la forme. Donc, c'est un petit village qui est vraiment au bout du monde, où tout est difficile. Et pour moi, il a quand même cristallisé en fait une bonne partie des problèmes qu'on a eus. Et le défi numéro 1, ça a été surtout savoir ce qu'on allait proposer, ce qui était possible de proposer, faire un peu un état des lieux de nos prestataires sur l'ensemble du Brésil. Et ça, c'est pour moi, Athins, ça a été vraiment un reflet de ce qu'on a pu vivre sur 2022. Parce que bien sûr, c'est vraiment au bout du monde et on l'a ressenti dans ce petit village-là. Nous, quand on a dû reprendre, en fait, faire avec cette reprise et préparer un peu la saison 2022, la première chose à faire, ça a été bien évidemment de voir un peu qui avait fermé. On a des prestataires qui ont fermé pour des raisons financières, bien sûr, parce qu'il faut savoir que sur le Brésil, il y a quand même eu au final, peu d'aide. Ces derniers mois, on a entendu parler beaucoup d'aide, mais ça a été vraiment très électoraliste. Honnêtement, le premier semestre 2020, ça a été très dur pour beaucoup de Brésiliens qui ils n'ont pas eu de prêt garanti par l'État, ils n'ont pas eu de chômage partiel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont mis la clé sous la porte de prestataires, que ce soit dans le transport comme sur les pousadas. Et puis après, il y a tout un aspect humain, il y a aussi des drames humains. Il y a des gens qui sont bien évidemment tombés malades, il y a des gens qui ont eu leurs proches qui sont tombés malades et du coup qui ont dû arrêter leur activité. Mais au-delà de ça, en fait, on y pense moins, mais la pandémie en fait, a fait qu'il y a même des personnes qui, sur des entreprises familiales qui ont explosé parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu des personnes qui ne pouvaient plus se voir en peinture et du coup qui ont fermé ou qui ont explosé. Il a fallu un peu gérer tout ça, faire un état des lieux sur ceux qui avaient fermé et pas proposer, il y avait des choses qu'on ne pouvait plus proposer. À Teams, pourquoi est-ce que c'est un petit peu révélateur et pour moi, c'est un point important de ce qui nous est arrivé parce qu'à Teams, il y a peu d'alternatives et quand on parle au niveau des pousadas, comme c'est un village qui est vraiment au bout du monde,
il n'y a pas 1000 alternatives. Et du coup, il a fallu faire très, très, très attention avec ce qu'on a proposé sur 2022. Un exemple, typiquement, il y a ce type d'établissements comme la Ferme de Georges qui sont des établissements, les alternatives vraiment luxe, charme sur Athens. Je sais que Stéphane Xanadu qui est là, il a dormi, il y a des gens qui ont dormi. C'est quelque chose d'assez incroyable. Avant la pandémie, en fait, il y avait vraiment deux alternatives. Il y avait la Ferme de Georges, il y avait la Villa Guara qui était sur Athens, qui proposait vraiment cette alternative pour les deux alternatives pour les voyageurs qui sont exigeants au niveau des pousadas. Donc, c'était vraiment être au bout du monde, avoir ce côté un petit peu exclusif, magnifique, vraiment à l'entrée du parc des Lençóis. Et en fait, on s'est rendu compte que la Villa Guara, qui était l'autre établissement du même acabit, plus sur la plage orienté kite, en gros, il a fermé au début en avril 2020, et il n'a jamais rouvert. Donc, il a fallu faire un suivi. Ils ont toujours laissé l'espoir, même si vous allez sur leur site internet, on avait l'impression qu'ils allaient rouvrir, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a vraiment pas été le cas, et donc il a fallu faire ce suivi-là, et puis surtout nous adapter en fonction de ça, parce que du coup sur Athens, on savait pour 2022 qu'on avait la moitié de l'offre de qualité, on va dire, de charme, de luxe, qui était plus disponible. Donc il a fallu réadapter un petit peu nos circuits, et parfois savoir dire non, finalement Athens, je pense que ce ne sera pas pour vous, parce que l'offre en termes de pousada ou d'hébergement ne vous ira pas. Vous n'aurez pas forcément envie de dormir. Ça a été dur de l'expliquer, mais il a fallu voilà, composer avec ça pour 2022. La deuxième chose qu'il a fallu faire, ça a été bien sûr checker nos prestataires habituels et historiques. Ça a été assez compliqué. Il a fallu reprendre la relation avec eux. On a vraiment eu, on va dire, beaucoup de difficultés là-dessus. Pourquoi? Premièrement, dans la qualité de nos échanges. Normalement, on discutait avec des contacts, des interlocuteurs habituels, même quand ce n'était pas forcément les propriétaires, le personnel local. On avait l'habitude de discuter avec eux, ils nous connaissaient, ça faisait des années, qu'on bossait ensemble, ils avaient confiance en nous, et on s'est rendu compte que souvent, il y en a beaucoup qui sont partis le temps de la pandémie, qui ne sont jamais revenus. Donc, au mieux, ils ont été remplacés par des personnes formées, mais qui étaient novices sur la destination, sur l'hébergement. Mais ça, c'était dans le meilleur des cas. Mais il a vraiment fallu montrer pas de blanche, il y avait des compteurs à zéro. Et pour retrouver ce niveau on va dire, de confiance et les privilèges, à certaines flexibilités qu'on avait au niveau des réservations, au niveau même nous, des réservations et des paiements, le fonctionnement qu'on avait avec eux, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce qu'on était face à des nouvelles personnes qui nous demandaient parfois de repartir à zéro. Un exemple type, moi, qui m'a marqué sur 2022 et qui a été un petit peu quelque chose, je ne ferai plus la même erreur. Ça a été une pousada avec qui on a l'habitude de travailler souvent, qui n'a pas fermé, qui a continué normalement de fonctionner, mais qui a changé, qui a eu un gros turnover un roulement dans son personnel. Et en gros, donc, on réserve tout normalement, et les voyageurs en gros arrivent, et la réservation a été annulée. Donc, ça a été, moi, téléphone d'urgence, j'appelle la pousada, ça s'est bien terminé, ils avaient des chambres, on a pu gérer ça au plus vite, ça s'est bien terminé pour les voyageurs. Et en fait, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il y a deux façons de confirmer les réservations au Brésil. Il y en a, c'est en faisant un prépaiement de la réservation. C'est quand les gens n'ont pas forcément confiance, c'est certaines pousadas qui sont assez exigeantes. Ou sinon, en général, quand on a déjà confiance avec une certaine pousada, avec les prestataires, en général, ils nous font payer en fait les factures en fin de mois. Et là, en fait, la nouvelle personne, elle ne connaissait ni dev, ni d'Adam, ni dev pour elle. Donc, en fait, elle a confirmé la réservation au moment de l'envoi de la réservation. Mais quand elle a mis une deadline dans son système. Mais comme elle a vu qu'on n'a pas payé de prépaiement, elle l'a annulé. Donc, en fait, on s'est retrouvé vraiment par excès de confiance dans cette situation, et il a fallu en fait gérer ça. Donc, vraiment, on a fallu faire attention et checker un petit peu, rétablir cette relation avec nos prestataires habituels, et pas se reposer sous ses lauriers, et vraiment reprendre les relations à zéro. Ça a été quelque chose qui a été quand même assez long. On a eu un peu de mal, mais bon, on y est arrivé. Ça a été un gros défi. Une des deuxièmes raisons de ce défi-là, là sur l'écran, vous voyez en fait, c'est la Posada Maresias qui est aussi à Athens, et Marco sur la gauche qui est le propriétaire du coup italien de
cette Pousada Maresias, pour moi, il représente aussi bien ce qui s'est passé. Il y a eu, bien évidemment, une relation avec le personnel qui a été un peu émoussé. Et du coup, par exemple, sur les réservations, ça a été assez compliqué parce que Marco, à la base, lui, il nous réservait un tiers de ses chambres sur les mois de juillet-août. Et ça, c'est quelque chose que les personnes à qui il a laissé la main, parce que lui, il est rentré en Europe, en gros, c'est quelque chose qui a cessé, qu'il a fallu restaurer et qu'on a fait petit à petit. Et pourquoi c'est arrivé aussi? Parce que, et Athènes, c'est aussi représentatif, c'est qu'il y a eu l'absence physique des propriétaires des pousadas sur une bonne partie du Brésil. Je prends cet exemple-là parce que sur Athènes, si vous prenez la ferme de Georges, si vous prenez la Villa Guara qui a fermé, qui n'a toujours pas ouvert, si vous prenez la Pousada Maresias, c'est des pousadas qui ont été fondées par des étrangers, notamment par des Européens, belges, français, italiens, allemands. Et c'est souvent des gens qui sont rentrés chez eux en fait, pendant la période de la pandémie. Il y en a qui ne sont pas revenus, il y en a qui ont eu mal du pays, il y en a qui ont eu aussi des drames dans leur famille, donc qui ne sont pas forcément revenus. Et ça a été quelque chose qui a été difficile à gérer. Parce que souvent, ce sont des personnes qui avaient un rêve, c'était né d'un rêve, ils sont arrivés sur Athènes, ils ont voulu monter leur Pousada, ça a été un peu le projet d'une vie, il y avait une implication qui était très grande parce qu'en plus, être étranger et monter une Pousada au bout du monde à Athènes, au Brésil, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau du suivi des travaux, ça a été souvent quelque chose de très compliqué. Donc, c'était des gens qui avaient un degré d'exigence, un degré d'implication assez important et qui ont laissé la main à des personnes du coup, qui, parfois, malheureusement, l'avaient moins. Et du coup, ça s'est ressenti sur, notre relation au niveau des réservations, j'ai déjà dit, mais parfois, pour la qualité, une fois que les voyageurs étaient sur place. Ça nous est arrivé, par exemple, sur un type de Pousada, où nous, on l'a considéré, mais historiquement, comme une valeur sûre. C'était quelque chose qu'on vendait, mais les yeux fermés, et de se rendre compte que sur la fin 2021, le début 2022, en fait, il y avait les voyageurs qui, une fois qu'ils étaient là-bas, nous ont fait un retour. Mais attendez, on peut pas. Vous avez vendu quelque chose comme quelque chose d'extraordinaire. En fait, on se rend compte que c'était pas le cas. Il y avait une baisse dans le niveau des prestations, et il a fallu du coup nous faire un petit peu déjà régler cette situation au jour le jour, et après du coup en faire part aux différents prestataires sans les froisser, et faire en sorte soit de passer à autre chose, à trouver d'autres alternatives, soit attendre, s'assurer que le niveau de qualité revenait comme avant. Voilà. Je pense que ça parlera à certaines personnes qui sont là, notamment à Stéphane, qui avait voyagé avec nous en 2022 et qui nous avait envoyé des voyageurs en 2021, et ça avait été une source de discussion. Voilà. Et bien évidemment, sur Athens, une fois qu'on avait checké, vérifié un petit peu nos prestataires habituels, sur l'ensemble du Brésil, le niveau de qualité, et restaurer un peu cette confiance et s'assurer que du coup, c'était des endroits où on pouvait de nouveau envoyer nos voyageurs sans aucune crainte. Il a fallu trouver de nouvelles alternatives. Et Athènes, ça a été aussi une grosse source, un gros défi, une grosse source de problèmes. Je vois que Julie est là, je pense qu'elle pourra en témoigner aussi. Pour plusieurs raisons sur Athènes. Donc, je vais vous mettre une belle carte. Voilà, ça, c'est Athènes, c'est le plan d'Athènes. On a dû du coup rentrer dans une dynamique de recherche de nouvelles pousadas, de nouveaux prestataires sur l'ensemble du Brésil et sur Athènes. Et ça a été très compliqué parce que le Brésil, même s'il a vécu en fait un début de pandémie qui a été assez terrible, on va dire, du coup, le premier semestre 2020 a été très dur pour eux. Médiatiquement, ça a été terrible. On a tous vu ces images sur le Brésil. Du coup, ça a arrêté on va dire, le tourisme des voyageurs, notamment d'Europe. Le Brésil, lui, à partir de juillet-août 2020, il a continué à fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des gens qui ont voyagé, et le tourisme et les pousadas ont souvent été vus comme une source de revenus. Et en plus, il y avait un espace qui a été laissé vacant par un grand nombre de propriétaires qui étaient soit qui ont mis la clé sur la porte, soit ceux qui étaient certains précurseurs, notamment européens, qui sont partis pendant cette période-là. Athènes, ça a été perçu en fait comme une destination en fait, à développer, comme source d'investissement. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Les personnes qui ont été aussi récemment se sont dit, en fait, il y a quand même pas mal de chantiers, il y a pas mal de travaux qui ont lieu sur Athènes. Et c'est quelque chose qui a été assez surprenant en fait, sur ce village qui est quand même au bout du monde. Moi, je ne m'y attendais pas quand j'y suis allé les dernières fois, en me disant, mais
mais c'est quoi tous ces travaux? Et en même temps, je pensais que ça allait être plus facile de trouver des bonnes alternatives en termes de Pousada. Ça n'a pas forcément été le cas. Pourquoi? Ouais, parce que souvent, ça a été des personnes, enfin, ça a été des personnes qui voulaient un retour sur investissement rapide et qui ont fait ça rapidement. Et c'était des propriétaires, en fait, ou des investisseurs qui, au mieux, étaient à San Luis et se sont dit, bah, étant un peu arrêtés lors de la pandémie, et se sont dit, on va monter une Pousada à Teens, c'est plutôt l'endroit à la mode, allez, ça va marcher. Mais qui géraient ça ou depuis San Luis et qui étaient très peu sur place pour le suivi des travaux, et au pire, qui étaient sur São Paulo ou sur Rio. Et ça, c'était c'est difficile du coup, de monter une Pousada de qualité dans ce contexte-là. Et du coup, on a vu, enfin, moi, j'ai été du coup faire de la reco sur Athens. J'ai dû visiter en 2 jours une quinzaine, vingtaine de pousadas pour essayer de trouver de nouvelles alternatives pour les futurs voyageurs. Je suis parti très confiant lors de cette reco. Et au final, au bout de 2 jours, sur les 15-20 pousadas que j'avais visiter, il y en avait 2, allez, 3 si je suis sympa, euh, que je propose aujourd'hui et qui en valait vraiment la peine. Donc, je suis un peu tombé des nues. Pourquoi? Premièrement, parce que parfois, l'emplacement n'était pas bon. C'est-à-dire que, pas parce que c'était loin de la plage, mais je veux dire que c'était construit sur des terrains qui n'étaient pas faits pour les bonnes pousadas, donc qui étaient poreux ou marécageux. Et du coup, dès qu'il pleuvait, ils se sont rendus compte au bout de 3 à 6 mois de travaux, même quand la pousada est terminée, que dès qu'il pleut, ça n'en vaut pas la peine, c'est terrible. La deuxième, parce que ça pêche sur les détails, sur la qualité des structures. Donc, en fait, sur les photos, ça paraît vraiment, c'est incroyable. Mais une fois que vous êtes dedans, vous entendez votre voisin qui va aux toilettes, il y a des problèmes d'isolation, c'est assez compliqué. Du coup, c'est des pousadas que moi, je ne me voyais pas proposer aux voyageurs. Et puis, il y avait aussi un gros problème, je l'ai vécu, un problème de personnel, donc qui au mieux était peu professionnel, mais qui au pire était nonchalant. Il y a une certaine flegme parfois sur le nord-est du Brésil. Et moi, en visitant, en sachant, ils savaient que j'étais un réceptif, que j'envoyais plusieurs voyageurs, plusieurs groupes en fait par an. Je parle portugais et il m'est arrivé en visitant ces pousadas-là de me sentir vraiment pas pris en compte en fait. Donc c'est une personne qui est sur son téléphone, vous avez l'impression de l'embêter un petit peu, elle décroche 2-3 mots alors qu'elle est censée vous montrer la meilleure image de sa pousada et d'elle-même. Et ça, c'était compliqué. Et du coup, j'imagine la famille Intel qui arrive là après, qui a fait 6 heures, 7 heures de voyage pour revenir depuis San Luis, qui est fatigué, qui arrive sur Athens, que j'ai vendu comme le paradis, et qui arrive dans une pousada où en gros, vous avez Fernanda qui fait la tête. Honnêtement, voilà. Pour ça, il y a pas mal de pousadas aussi sur lesquels qu'on ne propose pas, malgré l'offre importante qui s'est développée sur Athens. Et ça, c'est un problème qu'il a fallu aussi gérer au niveau des voyageurs, parce que eux, c'est facile si vous regardez Athens, même si vous allez sur Google ou sur les plateformes de réservation d'hôtels, vous avez l'impression qu'il y a pas mal d'hôtels qui valent la peine. Donc là, je vous mets par exemple une photo. Globalement, ça, c'est des pousadas que j'ai visités, même que les propres voyageurs parfois m'avaient recommandé, ou m'avaient demandé en tout cas en disant « mais ça a l'air plutôt pas mal, pourquoi vous ne la proposez pas, est-ce que vous pensez qu'on peut faire la réservation nous-mêmes ?» Et je leur disais « attention, après les avoir visités, moi, ce que j'ai vu de ces pousadas-là, vous n'aurez pas envie d'y être. » Et c'était parfois compliqué de faire comprendre ça parce que sur les photos et à l'heure des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, c'est parfois… on sait, il y a un côté filtre, il y a un côté on met en avant et de loin, ça paraît très bien, mais une fois qu'on est sur place, les gens n'ont pas envie d'y rester et c'est un gros problème. Donc, il a fallu faire un petit peu ce tri-là et faire attention un petit aux pousadas qui, sur le papier ou en photo, avaient l'air plutôt pas mal et au final, on ne voulait pas forcément, on sait qu'on ne peut pas faire voyager nous, nos voyageurs, dans ce type d'établissement. Du coup, ça m'amène un peu à la deuxième partie du défi et des défis qu'on a eu auxquels on a dû faire face. Le premier, c'est bien sûr les prestataires et l'offre qu'on a dû un petit peu actualiser, mettre à jour.
mais c'est aussi et surtout la relation qu'on avait avec les voyageurs qui sont venus fin 2021 et 2022. Premièrement, parce qu'en fait, on était dans un contexte un peu de revenge tourisme, où les gens avaient envie de voyager, une envie de 1, 2, 3 ans, des projets des Brésil qui avaient été remis à plus tard depuis 2020, 2019, 2020, donc ils avaient vraiment faim de voyage. Et en même temps, c'était une période qui restait quand même anxiogène, dans un pays qui peut aussi être anxiogène. Donc, il a fallu un peu, on va dire, composer avec ça, en amont déjà du voyage, parce que, bon, ça, c'est un petit peu les restes de la pandémie. On a eu, nous, un processus commercial qui a été plus court et plus concentré, plus intense. Pourquoi? Parce qu'au final, nous, notre haute saison, elle est surtout sur juillet-août, et en général, historiquement, les groupes les clients les plus motivés, ils bouclent leur voyage avant Noël et puis ils se laissent un peu tout le reste de l'année, le début d'année, un peu pour se reposer sur ce projet-là. Et après, on a toute une deuxième partie qui confirme en général entre janvier, février, mars, avril, voire mai pour les retardataires. Là, on s'est rendu compte en fait avec l'année dernière qu'avec Omicron, les gens n'ont pas vraiment confirmé avant la deuxième, troisième semaine de janvier. Et en plus, avec un peu la guerre en Ukraine, le prix des carburants, tout ce qui se passe, on a eu les demandes dernière minute par rapport aux vols internationaux qui ont été beaucoup moins importantes. Du coup, on a une saison commerciale qui s'est concentrée entre la deuxième, troisième semaine de janvier jusqu'à, on va dire, vraiment mi-mai, fin mai. Donc, ça a été plus intense. En plus, on a fait ça en effectif plus réduit qu'à l'accoutumée. Donc, ça a été très intense. Il a fallu faire avec. Mais bon, ça, ce n'est pas propre aux voyageurs. Là où ce que j'ai remarqué, en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a vu des voyageurs qui étaient plus exigeants, donc ils ont au niveau des délais de réponse, et ça a été parfois assez compliqué à gérer. Et au niveau des circuits, ils voulaient souvent, et ils veulent encore, prendre part à la création de leur itinéraire, ce qui est plutôt un bon signe en fait. Donc il y a vraiment un réel plaisir à élaborer leur voyage avec nous. C'est bien parce que du coup ça évite souvent les mauvaises surprises, mais c'est difficile à gérer. Et le pire, je pense que tout le monde l'a un petit peu vécu ici, c'est de se dire, c'est l'ami d'amis. Pour moi, c'est l'ami d'amis, c'est-à-dire la personne, l'ami de un tel qui lui a dit « Ah, mais il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'ai visité le Brésil, j'ai connu cet endroit-là, tu devrais… » non, ce qu'il te propose, honnêtement, c'est pas bien. Honnêtement, tu peux trouver mieux. Et du coup, ça amène beaucoup de discussions. Donc après, attention, je ne dis pas le Brésil est tellement grand que c'est très facile pour les différents voyageurs d'avoir été dans un endroit que moi, je ne connais pas personnellement et de m'apprendre, de me poser une colle. C'est possible, on est humble, on l'accepte et puis on arrive à gérer ça. Ce qui est plus compliqué, c'est les personnes qui ont beaucoup de questions du coup et qui ont des questions via un ami d'amis d'amis qui, au final, ne sont plus en phase avec la réalité, surtout une réalité de 2021, 2022. Et là, à venir 2023. Donc, pour moi, je dis souvent, l'ami de votre ami est mon ennemi. Bon, je le dis gentiment, mais en gros, c'est un petit peu ça. Donc ça a été aussi du coup des voyageurs un peu plus exigeants qui avaient envie de prendre part un petit peu un peu plus à l'élaboration de leur voyage. Et puis, ça, c'est en amont. Donc, sur le terrain, qu'est-ce que moi, j'ai ressenti? Qu'est-ce que nous, en fait, on a ressenti avec l'équipe? Déjà, c'est qu'il y avait un peu plus d'anxiété. D'anxiété, vraiment, on a fait un peu de psychologie cet été, mais une anxiété qui est même avant le voyage. C'est-à-dire qu'on a un téléphone d'urgence qui est là, donc qui est avec moi d'ailleurs un petit peu tout le temps. Je dors avec et c'est, comme son nom l'indique, pour les urgences. Donc, normalement, on sait que pendant la haute saison logistique, juillet-août, même si on a bien fait notre travail, en général, ça peut arriver que un tel ne trouve pas son chauffeur à l'aéroport, donc il va nous appeler. Ou alors, un tel a voulu faire la bonne droit au bord de la piscine, il s'est cassé un bras et il faut du coup l'amener à l'hôpital. Voilà, ça, c'est des vraies urgences. Et c'est à ça que sert le téléphone d'urgence. Qu'on s'est rendu compte beaucoup là depuis la reprise, c'est que le téléphone d'urgence était sollicité avant même le voyage. Donc, au mieux, on avait les voyageurs qui nous disaient « Écoutez, est-ce que vous pouvez déjà nous ajouter sur WhatsApp avant le voyage, comme ça, si on a un problème, on est déjà rassuré. Rajoutez-moi sur WhatsApp ou faites-moi un coucou. » Ça, c'est au mieux.
Ce qui est un peu plus agaçant, enfin, un peu plus difficile à gérer, c'est quand du coup, il est 3 heures du matin le dimanche, vous recevez un message et en fait, c'est la famille du schmoll qui part la semaine prochaine, qui est en train de prendre son petit déjeuner donc au Nesquik devant la télé et qui se dit « Ah, bon, on part vendredi, du coup, tiens, si on envoyait un message à Samuel pour voir si le téléphone d'urgence fonctionne ». Et c'est un truc qui est arrivé beaucoup en amont, où on s'est rendu compte en fait qu'une petite anxiété, et du coup, bonjour, c'est un tel ou un tel, un tel. Voilà, on arrive chez vous vendredi, enfin dans une semaine, du coup, on voulait voir si le téléphone d'urgence marchait. Ça, quand c'est 3, 4 heures du matin, pour eux, c'est 8 heures du matin, mais pour nous, on est en pleine nuit, j'en ai fait des cauchemars. Voilà. Donc, c'est un téléphone d'urgence qui était parfois sollicité avant les urgences. Voilà, c'était un petit peu ça. Après, pendant, cette anxiété, on l'a aussi pas mal ressentie, pas pour tout le monde. Je trouve quand même que nos voyageurs ont été plutôt confiants. Après, pourquoi est-ce que je reviens sur le Nord-Est et sur Athens? Pour moi, c'est très révélateur de cette angoisse-là aussi, parce que c'est des régions qui, contrairement par exemple à Rio, même à Salvador, au Pantanal, où on fonctionne beaucoup avec des guides francophones, la région entre San Luis et Fortaleza, on l'a fait en itinérance sans guide. Vous savez qu'on le met ponctuellement aussi en safari nocturne pour la ville de San Luis, mais le reste, on le fait, vu qu'il y a une grosse dimension balnéaire et nature, on le fait soit avec on le fait avec des chauffeurs lusophones, donc des chauffeurs locaux. Et en fait, on s'est rendu compte que ça crée une certaine magie. Et c'est moi, des voyageurs qui me l'ont dit cet été, ça veut dire des personnes qui ils ont terminé leur voyage, on s'est eu au téléphone et on dit « ouais, ça bien, donc ça c'est bien, ça c'était moins bien, etc. » Mais par contre, ce qui est ressorti, c'est que le Nord-Est, il y a une certaine magie, même un côté mystique. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit « mais en fait, il y a dans la logistique, comme c'est bien fait, tout coule de source et on ne sait pas vraiment comment. C'est-à-dire que le chauffeur va vous amener sur le port et il va vous emmener dans un bateau, il aura repéré avant le pilote de bateau, on ne sait pas vraiment comment ils l'ont fait. Tout s'imbrique, c'est un peu un côté magique, mystique. Et si on se laisse porter, il y a vraiment, moi j'appelle ça vraiment la magie du Nord-Est et la magie de la route des émotions. Ça, c'est vrai, si les choses se passent bien et si on sait, on est prêt à voyager dans le Nord-Est et un peu à se laisser aller. Par contre, à partir du moment où vous venez avec votre anxiété, les voyageurs qui sont anxieux ou qui viennent un peu avec ce côté anxieux, ça peut très vite devenir une angoisse et un cauchemar. Pourquoi? Parce que c'est vrai que du coup, les personnes ne parlent pas français, même anglais, c'est difficile. Les voyageurs, je veux dire les chauffeurs et les pilotes, il y a un côté très local. Et du coup, typiquement, il va voir un panneau à droite marqué Athens. Le chauffeur, lui, connaît un raccourci, va aller tout droit. La personne qui est un petit peu anxieuse, elle va m'appeler directement en me disant « écoutez, je ne suis pas très sûr, je vois que le chauffeur il est parti par là. Je ne suis pas persuadé que c'est le programme convenu. Est-ce que vous pouvez confirmer ?» Voilà, donc tout peut être surinterprété sur la route des émotions et sur le Nord-Est. Et quand il y a eu ce contexte, cette conjoncture un peu plus anxiogène, c'est quelque chose qu'on a parfois ressenti. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie et de suivi pour certains voyageurs qui étaient assez inquiets tout le long du voyage, mais qu'on a réussi à calmer via le téléphone d'urgence. Le deuxième volet au-delà de l'anxiété sur le terrain par rapport aux différents voyageurs, ça a beaucoup été ce que j'appelle un peu la conciergerie. Donc, la conciergerie, c'est-à-dire le téléphone d'urgence utilisé un peu plus à des fins pour de la conciergerie. Donc, après, nous, on le fait avec plaisir, c'est-à-dire avancer. C'est souvent léger. Donc, c'est Samuel. Donc, Samuel, on est un peu fatigué. Demain, est-ce qu'on peut partir à 10 heures au lieu de 8 heures comme c'est prévu? Il n'y a aucun souci. Samuel, quand on me demande des conseils, moi, sur tout, sur les activités qu'on peut faire, bien sûr, on répond. Si on peut aider, on le fait. Après, on s'est rendu compte que parfois, on donnait ça, les voyageurs voulaient un petit peu ça, et ils rentraient un peu dans une dynamique qui était un peu abusée. Et il a fallu parfois recadrer. Ça peut être ça restait que des gentils, mais c'est par exemple des voyageurs qui vont arriver devant un restaurant, vont prendre la photo du restaurant, vont prendre la photo du menu, vont m'envoyer un message sur le téléphone d'urgence en me disant « écoute Samuel, est-ce que vous pouvez nous réserver pour 19h30 ce restaurant-là pour 15 personnes, 20 personnes, et en plus on veut ça, ça, ça au menu ».
là, c'est un petit peu compliqué de gérer ce genre de situation. Ou alors, on a eu des voyageurs, un autre cas, qui voulaient réserver, enfin faire du quad. Du coup, moi, je suis gentil, donc je retrouve une expédition quad. Je leur dis, écoutez, il faudra juste voir ça le jour J, le paiement avec le fournisseur. Et en étant trop gentil, les voyageurs qui la veille, mais la veille à 20h, 21h, me disent, Samuel, écoute, on veut pas le faire, on a pris des cours de kite, du coup, annuler ça. Et du coup, je perds toute crédibilité vis-à-vis de mon prestataire. Je suis plus à même de lui redemander avec la même légitimité ce type de service. Donc, un peu compliqué. Il a fallu un petit peu tempérer cet aspect-là, le côté un petit peu de conciergerie et savoir mettre des limites en restant toujours agréable. Et on est là pour qu'il passe un bon moment. Donc, on fait avec. Après, surtout, ce qu'il faut, c'est que le téléphone d'urgence, comme son nom l'indique, reste le téléphone d'urgence. Et je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée récemment. Entre professionnels, donc pas de langue de bois. Pourquoi est-ce que pour moi, le téléphone d'urgence doit rester un téléphone d'urgence? Parce qu'il y en a. Et pourquoi est-ce que nous, en fait, à mon amont, on est les experts terrain? Il nous est arrivé quelque chose d'assez… Enfin, on a frôlé un peu le drame récemment sur le Nord-Est. Pourquoi? Parce que des voyageurs, en fait, ont voulu, faisaient un séjour kite et ont voulu une pousada, ont voulu un spot particulier. Donc, moi, pas de problème, je leur propose une pousada avec laquelle j'ai l'habitude de travailler en disant, je la connais, je connais les propriétaires, tout se passe toujours très bien, etc. Et puis là, en fait, il y a le fameux ami d'amis qui leur avait soufflé que telle pousada était mieux, c'était un meilleur rapport qualité-prix, qu'ils y ont été il y a 5 ans, que le propriétaire est français. Et du coup, il faudrait plutôt réserver cette pousada-là. Donc, on en parle. Moi, je leur dis, bon, je dis la vérité, je ne la connais pas forcément. Je vais prendre contact avec le propriétaire, je vais me renseigner. Et le retour que j'avais eu, moi, de nos chauffeurs, des gens que je connais sur place, n'avait pas été très bon. Je l'ai quand même signifié. Ce qui s'est passé aussi, c'est j'ai discuté un peu avec le propriétaire et moi, mon instinct me disait honnêtement, cette poussada ne la propose pas, tu vas avoir des problèmes. Mais bon, c'était un peu la reprise. On avait un peu cette tentation de dire oui à tout. Donc, au final, on a réservé cette poussada. Les voyageurs la voulaient vraiment. Et on a fait ça, on a fait ça selon leur volonté, en oubliant un peu qu'on était les experts terrain. Enfin, pour me concernant, c'est mon mea culpa. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les voyageurs font leur voyage, tout se passe très bien dans les spots et les pousadas qu'on avait prévus pour eux. Et là où ils arrivent dans cette pousada, le soir, moi j'ai un appel téléphone d'urgence la nuit. Et le voyageur qui me dit, écoute Samuel, il y a eu des coups de feu devant la pousada, on ne sait pas trop quoi faire. Apparemment, on est couché au sol, le propriétaire nous a dit d'éteindre les lumières, de nous coucher au sol. On a vraiment la peur de notre vie. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, moi, après, en bon professionnel, je trouve un chauffeur, on les exfiltre, on les emmène dans une autre pousada, on les met en sécurité, on les rassure parce qu'ils devaient rester plusieurs journées encore dans cette pousada-là. Et voilà, en fait, je me suis dit, en fait, mince, Samuel, tu as frôlé le drame parce que c'était toi l'expert terrain, et tu as voulu un petit peu faire plaisir et oublier que c'était toi qui connaissais la région, c'est toi qui connaissais, qui avait le retour des prestats. Et du coup, il ne faut pas accepter, dire oui à tout. Et là, on a de la chance parce que les voyageurs, au final, c'était bien terminé, ça a été un happy ending pour eux. Le propriétaire de la pousada a été retrouvé 48 heures plus tard avec 15 balles dans le corps dans son hamac de la pousada. Donc, en fait, les voyageurs, c'est un avertissement quand ça s'est passé pour le propriétaire. Ça a été une exécution plus tard, 48 heures plus tard. Donc, voilà, c'est quelque chose vraiment, moi, qui personnellement m'a choqué. Et j'en tire deux conclusions sur l'ensemble, sur le processus commercial et aussi sur le terrain. C'est de se dire, on reste des experts terrain. Il ne faut pas tout accepter parce qu'on a envie de faire une vente ou parce qu'un tel nous a dit ci, ça et ça. On reste des experts terrain et s'il y a quelque chose que je ne sens pas parce que ça peut être trop, ça peut ne pas correspondre une fois sur place aux voyageurs ou ça peut être dangereux, ne pas le faire ne pas le faire pour le faire et pour faire plaisir. Et deuxièmement, c'est de se dire, le téléphone d'urgence, ça reste un téléphone d'urgence et donc on peut rendre service, on peut être arrangeant sur certaines choses, mais il faut quand même que ça reste un téléphone réservé aux situations difficiles pour qu'il soit efficace. Voilà, donc ça a été un petit peu aussi mon enseignement sur le terrain de cette année 2022, une piqûre de rappel en tout cas.
Et ça m'a permis, enfin, ça me permet pour moi et pour nous sur l'année 2023, en gros, de savoir, enfin, d'avoir appris et de savoir, d'en tirer l'enseignement et de faire mieux sur 2023. Bon, voilà, c'était un petit peu, c'était assez intense. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année 2023? Ah, Samuel, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si les autres également. On n'entend plus rien. Alors, oui, il semblerait qu'il y ait un petit souci de connexion du côté de Samuel. Donc, ce sont encore une fois les joies du direct. Ah, super. Les aléas du direct. Tu es revenu, c'est bon, on te retrouve. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, du coup, c'est parti. Tu repartages. Ok. Bon, j'ai presque terminé, hein. Je vois qu'il est déjà 15 heures. Est-ce que vous voyez? C'est bon? C'est bon, oui. Bah, comme je disais, les Brésiliens ont élu leur nouveau président, pas si nouveau, qui prendra sa prise de poste au 1er janvier 2023. Alors, ça, on ne t'entend plus, Samuel. C'est-à-dire, oui, Ouais, ça a rebugué, on ne t'a pas entendu. Peut-être éteins ta caméra sur la fin. Peut-être que la bande passante est plus ah mince, attendez, assez je forte. vais couper ma caméra. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, du coup, ce que je dis, c'est il y a eu quelques manifestations à travers le pays. Pour le moment, il n'y a pas eu de trouble majeur, mais c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte et qu'on prend déjà en compte par rapport à la logistique. Donc, bien évidemment, quand il y a des attroupements ou des manifestations, on en parle. Nos chauffeurs, en général, connaissent bien la région et ils font des détours et on arrive à anticiper ça. Il y a certains voyageurs qui parfois font la tête parce que du coup, c'est quelque chose à gérer. On fait des détours, on passe pas par les endroits prévus, donc il faut leur expliquer. Mais bon, voilà, pour le moment, par rapport à ce qui était craint une guerre civile au Brésil, c'est pas le cas, mais il risque d'avoir quelques manifestations encore lors de la prise de poste. Donc, je pense début 2023, il va falloir gérer ça. Ça, c'est un des événements, un des événements qu'il faut prendre en compte marquants pour l'année 2023. Et puis, bon, pour terminer sur une note un peu plus positive, c'est le carnaval. Donc, le carnaval 2023, ce qu'il faut savoir, c'est que il aura lieu du 17 au 22 février 2023. Et c'est surtout le premier carnaval, vrai carnaval avec son format original, ça veut dire les défilés officiels et l'autorisation des blocs de rue et la financement des blocs de rue. Donc, ça va être normalement une grosse fête. Et pour l'anecdote, il faut que vous sachiez que l'un des plus gros carnavals jamais fêtés au Brésil, ça a été en 1919. Pourquoi? Parce qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale et deux, parce qu'il y avait la grippe espagnole en 1918 au Brésil. Et du coup, ça a été un peu un carnaval festif pour exorciser un peu les maux de la Seconde Guerre mondiale et de la grippe espagnole. Ça a été un très, très, très gros carnaval du coup sur cette année 2019. On s'attend à ce que ce soit à peu près la même dynamique là pour 2023. Donc, il faut savoir que le pays, en général, il rentre un peu en sommeil, en veille et dans un mode festif à partir de décembre. De là, décembre, il y avait la Coupe du Monde. Bon, c'est loupé. Mais du coup, il y a le réveillon et jusqu'à la fin du carnaval, donc le 22 voire le 25 février, le week-end du 25 février, le pays va être en fête et va être aussi un peu au ralenti au niveau professionnel. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte.
Mais bon, comme je dis, on n'a pas eu la Coupe du Monde, mais on aura un beau carnaval pour 2023. Voilà. Super. Merci beaucoup, Samuel, pour tous ces beaux retours, ces nouveautés, enfin ces projets 2023 du moins. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir? C'est le moment. Si vous avez des conseils aussi, je suis preneur pour la suite. Tout à fait. N'hésitez pas à ouvrir les micros, vous avez le chat aussi. Voilà, on peut prendre une ou 2 minutes pour conclure sur ça. Ça a l'air d'être clair et limpide en tout cas. Est-ce qu'il y a des... Voilà, n'hésitez pas vraiment même à partager des expériences voilà, que vous avez pu avoir vous aussi sur le Brésil. N'hésitez pas à en faire profiter tout le monde. Alors, moi, je suis Nicole, donc nous, on n'a pas fait beaucoup de Brésil récemment, mais par contre, on a changé complètement. On a des clients, des nouveaux clients qui avant ne passaient pas par agence, mais qui veulent bien sûr, comme disait Samuel, que du sur-mesure. Donc, c'est vraiment en fonction du budget, des envies de tout le monde. Mais pour l'instant, le Brésil, on n'a pas vraiment beaucoup de demandes. Donc, je pense que c'est plutôt tout ce qu'on a entendu. Il y a eu aussi, avec Bolsonaro et tout ça, ça a peut-être aussi joué. Je ne sais pas du tout. Oui, oui, peut-être. Après, bon, comme je dis, nous, on a quand même assez mal vécu, enfin, au Brésil, l'aspect médiatique depuis la pandémie. Comme je dis, on avait ces images, des images toujours un petit peu compliquées, des fausses communes. Ça a été en courant 2020. Et bon, après, sans faire de politique, c'est vrai que Bolsonaro n'avait pas une bonne image. Et on a eu parfois même des remarques ou des gens qui, euh, voilà, qui hésitaient à voyager avec nous, même pour ça. Donc, ça a été assez compliqué. Après, moi, ce que je pense, c'est que le Brésil reste un pays qui, voilà, on a l'avantage, c'est un pays qui peut être un peu anxiogène, donc les gens aiment bien aussi passer par des agences plus qu'avant, d'être accompagnés dans leur voyage. Et après, l'avantage que nous, on a souvent, c'est-à-dire que là où beaucoup de voyageurs, souvent, ont des bases d'espagnol et d'anglais d'espagnol, le portugais, bon, et le portugais du Nord-Est encore plus, moins. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de voyageurs qui passent par nous parce qu'ils se rendent compte que le portugais, ils n'arriveront pas à gérer une fois sur place. En tout cas, ce sera plus dur. Voilà. Après, là, nous, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ce qu'on ressent pour le moment, c'est que les demandes, elles sont plus sur du dernière minute là en ce moment. Donc, je pense qu'il va avoir, il va avoir un peu de communication, j'espère, plus positive sur début d'année 2023 et surtout sur le carnaval qui risque d'être incroyable et que pour la suite, on passe à autre chose et voilà, qu'on retombe sur une image un peu plus festive du Brésil. Ok. Après, en tout cas, j'espère que j'ai fait peur à personne avec l'anecdote sur le Nord-Est. C'était pour être honnête, c'était pas. Enfin, nous, c'était juste aussi pour tempérer. On n'a jamais eu de gros problèmes et on sait anticiper ça. Mais voilà, il faut quand même, comme je dis, se rappeler que ça, on reste les experts et il faut faire prévaloir ça sur le reste. Et donc, parfois, ça plaît pas, il faut savoir dire non. Mais, mais, euh, mais voilà, ça reste un pays. C'est Tom Jobim qui disait le Brésil, c'est pas un pays pour les débutants. Il avait raison. Donc ça veut dire que quand vous êtes bien pris en main, ça se passe bien. Mais on reste dans un pays compliqué. Donc on est là pour ça et pour faire au mieux. Ouais, puis bon, au départ, c'est nous qui avons les clients, c'est aussi à nous de leur expliquer les choses. Donc, à partir du moment où on est au courant de savoir ce qui se passe, c'est déjà, puis de voir un peu à quel client on a affaire. On va peut-être pas lui proposer le Brésil s'il est anxieux, s'il veut quelque chose de carré, voilà. Enfin, Oui, c'est oui. ce que je Après, pense. comme je dis, même sur le Brésil, ouais, bien sûr, anxieux, pour moi, si on reste dans une dynamique, on va leur proposer aussi peut-être des choses un peu plus classiques, mais surtout un accompagnement avec un guide francophone, il y a aucun problème. Hein. C'est beaucoup plus. On l'a perdu. Ouais, on a reperdu Samuel. Je pense que c'est la caméra qui doit jouer sur sa bande passante. Samuel, est-ce que tu nous réentends?
Hmm. Allô, allô. Alors, il ne s'est pas déconnecté pour autant, mais alors, attendez. Ah, donc là, il s'est déconnecté. On va lui laisser 1 minute pour se reconnecter et dans tous les cas, après, s'il y a d'autres questions à venir, n'hésitez pas, mais sinon, on va devoir clôturer tout bientôt. Ah, ça y est, il se reconnecte. Oui, tu as ton micro coupé, Samuel. Vraiment désolé, souci Internet de connexion. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions que vous souhaitez faire? N'hésitez pas, on peut prendre encore, voilà, s'il y a une dernière intervention avant de clôturer pour respecter le timing. Allez Stéphane, je te vois. Bon, bah écoute, ça a l'air... Ah si, Stéphane. Salut. Vous Salut m'entendez? Stéphane. Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, ok. Bon, non, j'ai rien à dire. Tu nous fais rêver, hein, Sam, comme d'habitude. Non, moi, j'ai juste un truc à dire que Sam, c'est comme il disait, c'est vraiment un expert local, régional, et notamment de la région nord-est dont il a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est hyper précieux parce que c'est des distances qui peuvent être longues. On ne se rend pas compte quand on est en France des temps de parcours entre chaque étape. Et puis, il maîtrise ça, il maîtrise le côté hébergement aussi. Il est là, quoi. Enfin, je veux dire, il est en place s'il y a besoin. Et puis aussi, je voulais vous dire qu'il a une vraie pépite sur cette région-là. C'est son chef d'expédition pour la partie buggy. Moi, j'ai eu la chance de le faire au mois de mai. C'était exceptionnel. Et puis, je l'ai vendu 2-3 fois cette année. Et voilà, et s'appuyer sur des gens comme ça, que ce soit Sam ou ses prestataires qu'il a lui-même sur place, c'est un vrai bonheur. Et du coup, c'est facile à vendre comme destination grâce à lui. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du top niveau. Arrête, tu vas me faire rougir. Bon, rougir pas trop, mais merci Stéphane. Super. Ben, on peut finir sur cette belle note positive. Donc on va pouvoir clôturer le webinaire. Donc je vais de ce pas arrêter l'enregistrement.